Salut, ça c'est le cours de maladies contagieuses. Vous allez voir, il y a 9 pathologies à voir dans ce cours-là. C'est beaucoup, puis en même temps, c'est pas tant que ça. Des maladies contagieuses, il y en a énormément plus. Mais c'est les 9 pathologies qu'il y avait dans le référentiel, donc on va se contenter de ça si ça ne vous dérange pas. Commençons ça. Les 9 pathologies qu'on va voir aujourd'hui, rougeole, rubéole, oreillon mononucléose, cinquième maladie, coqueluche varicelle, scarlatine roséole. Donc, un bon plan de match. Il faut aussi revoir le vocabulaire associé aux maladies contagieuses. Vous allez voir, il y a quelques petites bases là, à juste réviser parce que théoriquement, vous connaissez un peu ça, vous avez vu ça, peut-être en première, peut-être en deuxième. Là, c'est vraiment de la base. Comprendre la fièvre, les soins infirmiers qui sont reliés à ça, mais aussi aux pruries, puis à l'odynophagie, qui est le mal de gorge, parce que c'est des symptômes fréquents lors des maladies contagieuses. Les lectures, tout simple, il y a un super beau tableau dans votre Wong à la page 376. C'est un long tableau là, qui dure plusieurs pages, mais toutes les maladies contagieuses sont là. Il y en a plus, en fait, dans ce tableau-là que nécessaire. Il y en a qui sont intéressantes quand même à aller lire parce que, par exemple, pour la méningococcémie, je ne mets pas beaucoup de temps en classe par rapport à ça parce que, le cours de système nerveux est déjà bien assez rempli comme ça, mais c'est quand même assez intéressant d'aller lire là-dessus parce que vous allez comprendre peut-être mieux pourquoi je porte une attention particulière au PTCHI dans le cours de système nerveux. Bon, les maladies contagieuses en pédiatrie, pourquoi on en parle? C'est que les enfants, comme on peut le voir sur ce tableau-là, ont un système immunitaire plutôt déficient. Donc, on voit que les immunoglobulines de l'enfant, ils sont plutôt basses, en fait, à la naissance de l'enfant. Et il lui reste un petit peu d'immunoglobuline G maternelle. L'enfant a comme une immunité passive qui est reçue de la mère. Bon, des immunoglobulines, ça a une durée de vie limitée, mais quand même, ça le protège un peu à la naissance. Mais vous avez remarqué que, toutes les autres immunoglobulines qui sont nécessaires à l'immunité sont inexistantes à la naissance, en fait. Ils vont se développer avec le temps et avec la vaccination aussi. Évidemment, là, si on parle juste des immunoglobulines, là, toutes les autres molécules qui entrent en ligne de compte dans l'immunité sont relativement déficientes chez les enfants, ce qui fait qu'ils sont beaucoup plus à risque d'être malades lorsqu'ils attrapent des virus qui sont relativement bénins lorsqu'attrapés par un adulte. Donc, c'est cela. Vous allez voir, les enfants, c'est bon aussi pour faire des rash de toutes sortes. Là. Les éruptions cutanées, c'est quelque chose qui est une problématique qui est quand même assez fréquente en pédiatrie et qui donne beaucoup de casse-tête aux médecins. Alors, vous allez avoir un certain rôle là-dedans. C'est d'aider le médecin à aller grappiller de l'information pour aider à en venir à un diagnostic. C'est souvent le rôle qu'on a en fait comme infirmière. Donc, documenter les éruptions, c'est quand même important. Commençons par, il y a 4 étapes, faciles à se rappeler quand même, je pense, de choses qui devraient faire partie de vos évaluations et évidemment qui devraient se traduire par des notes infirmières. Donc, s'il y a une éruption, elle est où? Donc, la localisation de l'éruption cutanée peut avoir une incidence, comme par exemple pour le pied-main-bouche, le rash est sur les pieds, les mains et la bouche. Alors, ça aide quand même à diagnostiquer cette maladie-là. Le visuel, à l'air de quoi cette éruption cutanée? Est-ce que c'est juste une petite plaque rouge, donc une macule? Est-ce que c'est surélevé, donc une papule? Est-ce qu'il y a du liquide à l'intérieur, donc une vésicule? Tout cela, c'est de la terminologie qui est quand même assez importante à maîtriser quand, évidemment, on veut décrire un rash dans des notes. Le toucher, je vous conseille quand même de mettre des gants avant de toucher un rash. Ils ne sont pas tous contagieux par contact direct, mais je ne prendrai pas de chance si ça ne vous dérange pas. Donc, on se met un gant puis on y touche voir. Vous avez déjà appris peut-être les pétéchis, on va les revoir parce que c'est quand même assez important. Les pétéchis, on n'a pas le choix d'y toucher pour voir si effectivement c'est une pétéchie puisqu'elles ne blanchissent pas à la pression. Mais aussi, tu sais, des fois, les rash qui sont un petit peu raboteux, papulaires, il faut y toucher pour le sentir parce que sinon, on ne le voit pas nécessairement bien que qu'il y a un relief. Puis, les symptômes qui accompagnent l'éruption cutanée, c'est important aussi de les noter. Donc, est-ce que l'enfant se gratte? Donc, il a du pururé. Il peut être simplement irritable aussi. Là, les enfants, les nourrissons sont pas super bons pour se gratter activement. Des fois, ils sont juste très irritables parce que ça leur pique. Est-ce que ça leur fait mal? Avec ces éléments-là,
Des fois, ça aide à diagnostiquer, bon, ben, une vésicule qui fait mal, ça nous fait plus penser à un pied-main-bouche ou à une lésion herpétique, alors une vésicule similaire, mais qui pique énormément, ça va nous faire plus penser à la varicelle. Alors, vraiment, c'est très utile d'avoir ce genre d'informations-là. Et évidemment, bon, ben, signes et symptômes associés, là, il y en a plein d'autres, la fièvre et compagnie, on va les voir. On commence avec le premier, localisation. Donc, est-ce qu'elle est localisée au niveau du visage sur cet enfant ou disséminée, donc pancorporelle, dans tout le corps? On aime aussi voir la distribution, bon, elle est-elle symétrique? Et la distribution céphalocodale dans le sens, céphalocodale, ça veut dire que ça a commencé au visage et ça s'est répandu sur le corps. Ça aussi, ça peut aider. Donc, il faut questionner la famille, savoir quel endroit a-t-elle débuté. Habituellement, les éruptions cutanées qui sont céphalocodales sont associées aux maladies contagieuses, comme par exemple la rougeole. Ensuite, au niveau du visuel, donc on a vu la localisation de l'éruption cutanée. Au niveau visuel, de quoi elle a l'air? Une rougeur simple sans surélévation, c'est une macule. Donc, par exemple, une tache de naissance, comme l'enfant qui est en haut à droite sur la diapositive, c'est une macule, en fait. Donc, elle est localisée au visage sur cet enfant-là. Elle peut être pancorporelle s'il y en a partout sur le corps. Et parfois, les macules peuvent desquamer. Il peut y avoir de la desquamation associée. Donc, est-ce qu'on peut voir que la peau lève sur la plaie? Puis, à ce moment-là, on peut utiliser le terme squameux. On se met un gant, on touche à ça, donc on veut savoir s'il y a un relief. Si c'est raboteux, ça veut dire que c'est un peu surélevé, donc c'est des papules. Et puis, il faut regarder attentivement pour voir, parce que s'il y a du liquide à l'intérieur des papules, en fait, c'est des vésicules. Et comme je vous ai dit tantôt, ça peut avoir quand même une incidence majeure sur l'aide au diagnostic. Et puis, évidemment, est-ce qu'il est localisé ou pancorporel se rache? Comme là, cet enfant-là, en bas à droite sur la diapositive, il y a un rash maculopapulaire pancorporel parce que ce n'est pas que des papules. On voit qu'il y a des petites rougeurs associées. Donc, quand il y a des rougeurs, des macules, et une surélévation des papules, ben, c'est un rash maculopapulaire. Il y a énormément de maladies contagieuses qui ont des rashs maculopapulaires comme celui-là. Donc, pour distinguer les maladies contagieuses à rash maculopapulaire, ben, il faut aller chercher d'autres informations pour aller les voir tantôt. Les éruptions peuvent être accompagnées de symptômes. On a vu le prurit et la douleur tantôt, mais on peut aussi regarder s'il y a des signes de surinfection, si la peau desquame. Chaque maladie contagieuse a des symptômes spécifiques qui sont un peu cachés. Ce qui est amusant avec les maladies contagieuses, c'est de jouer à Sherlock Holmes pour essayer d'aller trouver ces manifestations cliniques spécifiques-là qui nous aident, en fait, qui aident le médecin à diagnostiquer la maladie contagieuse. Comme exemple, vous allez voir qu'il faut aller voir dans la bouche parce qu'il y a plein d'indices dans la bouche. Parfois, il va y avoir une langue framboisée. Parfois, il peut y avoir des taches blanches dans les joues qui nous aident un petit peu. Bref, tout ça, ça nous aide beaucoup à diagnostiquer. PTJ purpura, j'en ai déjà parlé, mais j'en reparle parce que c'est le seul rash à toute fin pratique qui est vraiment dangereux. Donc, quand on voit un rash, on pèse dessus. S'il ne blanchit pas à la pression, c'est une pétéchie. Un purpura, c'est la même chose qu'une pétéchie, en fait, mais c'est juste comme un paquet de pétéchis qui finissent par faire des genres de plaques. Donc, ce bébé-là, il y a un rash totalement bénin. On voit le médecin qui, bon, il ne s'est pas mis de gants, là, mais bon, il fait quand même bien sa job. Il pèse sur le rash, puis on voit tout de suite que ça blanchit. Le rash, en fait, disparaît, puis il réapparaît quand le médecin arrête de peser sur la peau de l'enfant. Et les pétéchis, juste pour vous donner un exemple, là, à quel point ça ne blanchit pas sous la pression, c'est comme ça. Je vous avais dit qu'il y avait un petit peu de terminologie de maladies contagieuses. Donc, juste pour un rappel, la prévention primaire, c'est de la vaccination. On va prévenir la maladie avec la vaccination, mais il faut évidemment se faire vacciner avant d'attraper la maladie, ce qui est quand même un défi en soi. On va le voir pendant le cours de vaccin. La prévention secondaire, c'est quand le patient il attrape la maladie, en fait, comment on fait pour pas qu'il la propage? On se lave les mains, on porte un masque, on s'isole en fonction du pathogène, parce que tous les pathogènes ne se transmettent pas de la même façon. Et la prévention tertiaire, bien bon, le patient est malade, donc on va essayer le plus possible de soulager ses symptômes, mais aussi de prévenir les complications. Donc, les maladies contagieuses, on n'en parle pas pour rien, c'est que ça contribue à la mortalité infantile. Donc, la rougeole, elle est malheureusement pas éradiquée.
Et on a des fois des petites recrudescences de rougeole. Et il faut faire attention parce que la rougeole, elle est accompagnée assez fréquemment de complications. Puis quand il y a une complication qui s'installe, le taux de mortalité est quand même assez élevé, peut monter jusqu'à un enfant sur 10 qui va mourir de la rougeole s'il fait, par exemple, une pneumonie ou une encéphalite sur sa rougeole. Les complications des maladies contagieuses, il faut les surveiller chez les enfants. Donc, c'est pour ça que je vais vous expliquer quelles complications surveiller pour quelles maladies contagieuses. Ça fait partie de votre job d'infirmière. Dans votre examen physique, ça devrait faire partie de votre examen physique. Les évolutions par phase de maladie. Bon, la période d'incubation, d'invasion d'état et de convalescence, c'est important de comprendre qu'est-ce que c'est. C'est surtout important de comprendre que pendant la période d'incubation, qui est, tu attrapes le virus, mais tu ne développes pas encore la maladie. Ça prend du temps au virus de se répliquer à l'intérieur du corps, puis de causer des symptômes. Donc, pendant tout ce temps-là où tu es porteur de virus, mais que tu n'es pas encore malade, tu n'as pas de symptômes clairs de maladie, bien évidemment, tu ne fais pas attention, tu te laves pas les mains, tu ne portes pas de masque parce que tu ne sais pas que tu es malade. Alors, c'est souvent une période qui est très critique pour justement la propagation de la maladie parce que la personne est contagieuse, mais elle n'est pas au courant. Donc, ça a été un gros problème pour la COVID parce que les gens étaient souvent justement asymptomatiques, mais très, très contagieux. Donc, ça a pris carrément qu'on dise, bon, ben regarde, on porte un masque, point final, peu importe comment on se sent, pour en venir à bout. La période d'invasion, c'est là où tu commences à te sentir malade, mais les symptômes sont très vagues. Je vous avais parlé de manifestations cliniques spécifiques tantôt. Souvent, les manifestations cliniques spécifiques, comme par exemple une éruption cutanée, souvent, ils arrivent à la période d'état. Donc, pendant la période d'évasion, on a des symptômes comme par exemple la fièvre, un petit nez qui coule, un rhume. En fait, on a l'impression d'avoir juste un rhume, mais c'est pas clair encore quelle maladie contagieuse l'enfant a. Alors, encore une fois, il est très, très contagieux à ce moment-là. Puis, quand la période d'état arrive, les symptômes sont clairs. Là, on a des manifestations cliniques spécifiques et on peut diagnostiquer la maladie. On essaie le plus possible de la traiter du mieux qu'on peut, en tout cas. Puis après ça, la période de convalescence, c'est évidemment le moment où l'enfant guérit, mais il pourrait rester avec certaines séquelles, dépendamment de la maladie contagieuse. La rougeole, donc, c'est un virus, c'est de la famille des paramyxovirus. Qu'est-ce que ça vous dit quand c'est un virus? C'est qu'on ne peut pas faire grand-chose pour des virus. On ne peut pas donner d'antibiotiques. Il va juste falloir soigner les manifestations cliniques et rendre l'enfant le plus confortable qu'on peut. C'est cela. Un enfant qui est très, très, très malade, on peut juste faire la danse de la guérison et espérer que ça passe le plus vite possible, puis soulager ses symptômes, mais c'est tout. Donc, c'est cela. C'est une maladie qui a quand même assez longue incubation, comme vous le voyez, presque 2 semaines. Puis, la contagion est 5 jours avant l'apparition de l'éruption. Donc, c'est sûr que l'enfant, il va pouvoir propager son virus quand même assez longtemps avant de s'apercevoir qu'il est malade. Et malheureusement, c'est un virus qui est très, très contagieux. La rougeole, ça se propage de façon aérienne. Donc, c'est un isolement aérien si jamais il est hospitalisé. Donc, les manifestations cliniques, vous remarquez que j'ai mis en plus foncé des manifestations cliniques qui sont plus inhabituelles. Donc, forte fièvre, symptômes d'allure grippale, le SAG qu'on appelle, que vous allez voir dans les notes médicales. L'éruption maculopapulaire qui est céphalocodale, donc elle débute à la tête et elle termine sur le corps. Douleur abdo-lymphadénopathie, c'est des manifestations cliniques que vous allez revoir sur à peu près toutes les maladies contagieuses, donc elles sont non spécifiques. Celles qui sont plus spécifiques à la rougeole, ça va être les taches de Koplik, qui sont des petites taches blanches à l'intérieur des joues. Il faut les voir dans la bouche, en fait. Si vous êtes chanceux, vous allez les attraper s'ils ne sont pas déjà partis, parce qu'en fait, elles tombent, si vous grattez les taches de Koplik, elles ne restent pas là. Puis, il y a des conjonctivites. Là, on ne parle pas d'yeux rouge, là, vraiment la conjonctive, elle est rouge, elle fait mal. Puis, parmi les complications possibles de la rougeole, on parle d'encéphalite, d'otite moyenne aiguë, pneumonie et cécité. Donc, vous allez voir que parmi les traitements qu'on va faire pour ces enfants-là, c'est qu'on va leur donner de la vitamine A. Donc, petit rappel, faire attention à la rougeole, ça attaque le cerveau. Il faut les isoler avec un masque N95 parce que c'est aérien.
Et heureusement, il existe des vaccins pour la rougeole. La rubéole. Donc, la rubéole, c'est un togavirus, encore un mosavirus, qui est encore avec une incubation pas possiblement longue. Puis, lui aussi, une éruption maculo-papillaire céphalocadale. Vous remarquerez qu'il n'y a pas grande manifestation clinique spécifique pour la rubéole, malheureusement. Heureusement, il existe des façons de diagnostiquer la rubéole. On peut faire un swab nasal pour diagnostiquer la rubéole. L'enfant n'est pas tant malade que ça. La rougeole est franchement plus intense que ça. La fièvre est beaucoup plus légère. Le rhume est moins intense. Les yeux sont rouges, mais la conjonctive, elle est complètement normale. Peut avoir des lymphadenopathies encore, des arthralgies, comme à peu près toutes les maladies contagieuses. Donc, il faut vraiment faire le swab nasal pour diagnostiquer la rubéole. C'est un isolement contact gouttelette. Donc, pas besoin de masque N95 pour celle-là. Donc, l'enfant sera peu malade. Le problème avec la rubéole, c'est que si les mamans enceintes qui ne sont pas vaccinées contre la rubéole ont un contact avec un enfant qui a la rubéole, l'enfant à naître peut avoir des malformations. Donc, heureusement qu'il y a des vaccins qui existent parce que les pauvres bébés, ils trouveraient ça difficile de naître. Enfin, les mamans qui ont des bébés, normalement, ils ont d'autres enfants à la maison qui sont jeunes puis qui vont en garderie et qui vont à l'école. Pour résumer, c'est vraiment la rubéole, c'est dangereux pour les fœtus et heureusement, il existe des vaccins. La roséole, c'est un virus, encore une fois, qui est dans la famille de l'herpès. Donc, ça ne fait pas des lésions herpétiques, ce n'est pas l'herpès à proprement parler, et c'est le genre de virus qui traverse assez bien la barrière hémato-encéphalique. L'incubation assez longue, contagion, on n'est pas sûr. C'est une maladie qui est très légère. Bon, ben, la fièvre est légère, l'enfant a un petit rhume. Typiquement, l'enfant va faire 2 à 3 jours de fièvre et après ça, il va avoir une éruption maculo-papillaire très pâle, rosée, d'où le nom roséole. Ce qui est particulier avec la roséole, c'est qu'elle touche uniquement les nourrissons. Je ne dis pas que c'est impossible, il n'y a rien qui est impossible en médecine, là, que des enfants plus vieux aient la roséole, mais typiquement, la roséole atteint les enfants qui sont de 18 mois et moins, tandis que les autres maladies contagieuses, habituellement, vont toucher des enfants qui sont de 18 mois et plus. Donc, la roséole est particulière pour ça, c'est sa manifestation clinique spécifique, si on veut. Ça se transmet par gouttelette. C'est pas très dangereux de façon générale, sauf que comme c'est un virus qui circule assez bien au niveau du cerveau, il peut causer des problématiques au niveau neurologique. Donc, ça peut faire un tout petit peu d'édème cérébral. Donc, dans certaines références, on parle de fontanelle bombée carrément. L'enfant n'aura pas de signe méningé. Ce n'est pas une méningite à proprement parler, mais l'enfant pourrait avoir une fontanelle bombée et ça le met à risque de faire des convulsions fébriles. Donc, c'est important de faire de l'enseignement par rapport aux convulsions fébriles aux parents. On a vu les convulsions, on a vu comment intervenir lors d'une convulsion. Là, principalement, ce que vous avez besoin de faire pendant une convulsion, c'est ouvrir les voies aériennes. Donc, quand vous avez de l'enseignement par rapport aux convulsions fébriles à faire à la famille, c'est pas mal ça, en fait. On appelle de l'aide, donc pour les parents, ça serait le 911. On met l'enfant sur le côté, donc on ouvre ses voies aériennes, et puis on attend que ça passe. Si c'est une convulsion fébrile, normalement, elle devrait arrêter d'elle-même en dedans de 5 minutes. C'est plutôt bénin. Une convulsion fébrile, ça ne laisse pas de traces. Les voies aériennes sont ouvertes, puis que l'enfant est capable de s'oxygéner par lui-même parce que ses voies aériennes sont ouvertes. Ça laisse pas de séquelles. Donc, il faut vraiment rassurer les parents comme quoi c'est épeurant, mais que c'est pas dangereux. Il n'y a pas de vaccin qui existe pour la roséole, mais bon, les enfants s'en sortent généralement assez bien sans trop de séquelles. Le petit rappel, c'est que de se rappeler en fait que la roséole, ça touche les petits bébés. La scarlatine, ça, c'est une bactérie, un streptocoque hémolytique du groupe A. Donc, c'est un streptocoque particulier quand même. Il y en a plusieurs streptocoques là, dans l'univers du streptocoque. Là, sont une famille de cousins-cousines. Celui-là, en particulier, a comme complication possible de faire des glomérulonéphrite, donc ils attaquent les reins, ou un rhumatisme articulaire aigu, donc ils attaquent les articulations. Puis, il y a certaines souches aussi qui causent des myocardites carabinés, qui ne sont vraiment pas des complications agréables. Une glomérulonéphrite, tu peux finir insuffisant rénal chronique là, à cause de ça. Donc, tu sais, quand tu as 8 ans et tu es insuffisant rénal chronique sur hémodialyse, c'est pas charmant. Mais faites-vous-en pas. Ce qui est cool avec la scarlatine, c'est que on peut la traiter évidemment avec des antibiotiques. Donc, plus vite on commence l'antibiothérapie, moins il y a de risques de complications. Donc, incubation 2 à 5 jours, on peut être contagieux, mais évidemment, aussitôt qu'on commence les antibiotiques, la journée d'après, on est correct, on peut plus propager la maladie. Les manifestations cliniques
de la scarlatine, en fait, c'est un strep de gorge, hein. Donc, l'enfant va avoir mal à la gorge avec une halitose qui est une mauvaise haleine. Ce qui ne savait pas avec la scarlatine, c'est qu'elle est très facile à diagnostiquer. Elle a plein de manifestations cliniques spécifiques comme la langue framboisée. Donc, la langue devient très rouge et un peu enflée avec des petits picots blancs. Franchement, ça a l'air d'une framboise. L'éruption érythémateuse, donc c'est comme plein de macules avec des micro-petites bébés papules de rien du tout. Quand tu touches à ça, on dirait du papier sablé. C'est principalement sur le tronc, mais ça finit par être vraiment tout l'enfant devient rouge à un moment donné. Puis il y a le signe de Pastia. Le signe de Pastia, c'est que le rash est pire au niveau des plis cutanés. Donc, en dessous des bras, en arrière des genoux, au niveau des coudes, c'est plus rouge. Puis aussi, l'enfant peut avoir au niveau c'est comme si la bouche est préservée. Là. Il n'y a pas de rougeur au niveau de la bouche. Même quand le visage est atteint par la scarlatine puis que l'enfant est vraiment tout rouge, on a quasiment l'impression qu'il y a une pâleur au niveau péribuccal. Donc, c'est assez facilement reconnaissable. Isolement, gouttelette seulement. Puis les complications, je vous ai parlé de la glomérulonéphrite et du RAA. Donc, ce qui pourrait évidemment arriver aussi, c'est une infection de gorge. Donc, forcément, ça fait une amygdalite. Puis, l'enfant peut avoir une complication de l'amygdalite, qui est un abcès périamygdalien. Il n'y a pas de vaccin pour la scarlatine, mais heureusement, il y a des antibiotiques. Bref, rappel, on peut donner des antibiotiques, c'est dangereux pour les reins et ça fait mal à la gorge. La cinquième maladie, l'érythème infectieux, c'est une maladie sympathique qui ne rend pas énormément malade les enfants et qui est assez facile à reconnaître. C'est un virus, on ne peut rien donner pour ça. Mais de toute façon, l'enfant n'est pas ultra malade avec ça. Ce qui est dangereux, en fait, c'est un peu comme la rubéole, c'est le contact avec les mamans enceintes. Donc, si la mère attrape la cinquième maladie, qui évidemment lui causera aucun symptôme, l'enfant peut avoir des problématiques pendant la grossesse. On parle d'anasarque fétale. L'anasarque fétale, c'est une pathologie quand même assez complexe et grave du fœtus. Il va rétentionner l'eau. En fait, il va naître ultra édémacié. Un anasarque, c'est de l'édème généralisé. Vous connaissez ce mot-là. Le problème, c'est que c'est pas juste de l'anasarque, c'est pas juste de l'eau le problème. L'enfant va avoir des insuffisances au niveau de plein d'organes. Il va avoir de l'insuffisance cardiaque et de l'insuffisance rénale sévère. Ça finit par passer, mais je vous dis, c'est rock'n'roll pour les 2-3 premières semaines de vie. Donc, les mamans qui attrapent la cinquième maladie vont souvent accoucher dans des centres tertiaires comme Sainte-Justine pour que l'enfant ait des soins appropriés. Vraiment, la seule chose qu'il faut dire aux parents pour un enfant qui aurait la cinquième maladie, c'est de se tenir loin des femmes enceintes. Puis, s'ils ont eu des contacts avec les femmes enceintes, c'est juste d'augmenter les suivis de grossesse. Comment on reconnaît cette chose? Donc, l'enfant va avoir encore une fois des symptômes de rhume avec de la fièvre, un peu de rhinorrhée, des choses comme ça. Mais c'est que le rash est particulier. C'est maculopapulaire, mais quand on s'approche un peu, ça fait comme des dentelles, un peu comme des marbrures qu'on a vues dans le cours de système nerveux quand on a parlé du choc. C'est réticulé. Donc, puis aussi, c'est que l'enfant va avoir les joues rouges, comme s'il avait été giflé. Puis des deux côtés, vraiment, on dirait, c'est assez frappant. Donc, facile à reconnaître, pas dangereux pour l'enfant, mais franchement, dangereux pour les fœtus. Il n'y a pas de vaccin. La coqueluche. Ah, la pas fine coqueluche. Donc, la coqueluche, c'est une bactérie. Le problème avec la coqueluche, c'est que quand on la diagnostique, c'est que l'enfant tousse de façon abondante. Et une fois qu'il tousse, l'enfant, même si tu lui donnes les antibiotiques, il va tousser pendant 4 à 6 semaines. Donc, anciennement, on appelait ça la toux de 100 jours. Ça dure 3 mois. Donc, c'est assez... c'est tough. On donne des antibiotiques quand même aux enfants qui sont diagnostiqués avec la coqueluche pour la bonne raison que ça protège l'entourage. Donc, ça évite la propagation de la maladie. Pendant la phase catarrhale initiale, l'enfant a simplement de la fièvre avec des symptômes d'IVRS, d'infection des voies respiratoires supérieures. Donc, il est contagieux pendant cette période-là. On ne sait pas que c'est la coqueluche. Puis, la phase de quinte s'installe. Quand la phase de quinte s'installe, l'enfant tousse de façon particulière. Ce sont des toux quinteuses, un peu comme la bronchiolite, mais encore plus longues. Donc, les quintes de toux qui sont associées à la coqueluche sont tellement longues que la glotte se referme, puis l'enfant a de la difficulté à reprendre son souffle. Quand il arrive à inspirer, il y a un stridor respiratoire parce que la glotte est fermée. On appelle ça le chant du coq. Isolement contre la gouttelette, les complications sont multiples.
pneumonie, atelectasie, hémorragie pulmonaire, convulsions, apnée. Si les bébés ont en bas de 6 mois, peuvent carrément arrêter de respirer pendant leur quinte de toux. Puis c'est pour ça qu'on vaccine, qu'on se fait vacciner contre la coqueluche. Là. Moi, si j'attrape la coqueluche, je vais trouver ça un peu désagréable de tousser pendant 3 mois, mais je vais m'en remettre. Moi, je ne veux juste pas le donner aux très petits bébés qui sont à risque de mourir de ça. Différence entre une toux aboyante et une toux en quinte. Ça, c'est une toux aboyante. Comme un chien qui jappe ou comme un phoque. Là. Tandis que elle, c'est une toux de coqueluche avec des longues quintes puis de la difficulté à reprendre le souffle. Je suis désolée, c'est cruel, mais je vais vous la mettre jusqu'au bout juste pour que vous vacciniez vos enfants quand vous allez en avoir. On a entendu aussi le chant du coq. Ah, c'est un moniteur cardiaque. On entend qu'elle désature. Désolée. Donc, ça, c'est la coqueluche. Heureusement qu'on a un vaccin contre ça. La varicelle, on connaît tous la varicelle pour mille et une raisons. Il y en a qui l'ont eu, en fait, ou il y en a qui connaissent des gens qui l'ont eu. Je l'ai eu, perso. J'étais assez jeune, mais je m'en rappelle encore. C'était pas super le fun. Donc, le virus varicelle zonas, c'est un virus qui est capable de traverser la barrière hémato-encéphalique. Donc, évidemment qu'il y a un risque d'encéphalite à varicelle. S'il y a une encéphalite virale que tu veux juste jamais voir dans ta vie, c'est celle-là. C'est pas cool. Et c'est difficile à traiter parce que, évidemment, ça ne répond pas aux antibiotiques. L'incubation est longue, là, 2 semaines. Tu peux être contagieux pendant 2 semaines de temps avant d'avoir des boutons. Donc, facile à propager. En plus, c'est une des rares maladies contagieuses qui se propage par voie aérienne, donc comme la rougeole était aérienne. Donc, il faut porter le masque N95. Les manifestations cliniques, c'est la fièvre est légère à modérée. L'enfant peut avoir des lymphadénopathie, va être irritable parce que ça pique. Puis l'éruption, elle est particulière. Ce n'est pas une éruption maculo-papillaire, c'est une éruption vésiculaire. Et parmi les maladies contagieuses qu'on voit dans le cadre de ce cours-là, c'est la seule qui a une éruption vésiculaire. Alors, c'est assez facile à reconnaître. Sinon, l'éruption vésiculaire aussi, l'autre particularité, c'est qu'elle est extrêmement prurigineuse. Ça pique sur un moyen temps, puis l'enfant peut carrément avoir d'autres complications liées aux pruries, comme par exemple des cellulites. Et si la mère enceinte l'attrape, ça peut être tératogène pour le bébé. Le bébé peut faire une encéphalite à varicelle carrément dans le ventre de sa mère. C'est absolument impossible de traiter ça. Donc, c'est bien de vacciner pour cette raison-là, vacciner les mamans, vacciner les enfants. C'est pour protéger les enfants de ces complications-là et pour protéger les fœtus aussi de l'effet tératogène, de la varicelle. Manifestation clinique spécifique, ça pique et c'est dangereux pour le cerveau, dangereux pour les bébés. Il faut porter un N95 parce que c'est aérien, mais il y a des vaccins. Rayon. Un autre virus, Colin, paramyxovirus, le petit modus, qui a une longue incubation, encore une fois, qui est très contagieux et qui a des manifestations cliniques spécifiques d'édème des glandes salivaires. Vraiment, il n'y a pas tant de maladies qui font enfler les glandes salivaires. Là, carrément, l'angle de la mâchoire va disparaître sous un édème quand même assez important. Ça fait très mal. Et ça fait mal quand l'enfant avale, les glandes salivaires font mal. Donc, principalement, c'est ça le problème des oreillons, mais aussi que il peut y avoir des problématiques, des complications au niveau des testicules ovaires. Donc, ils peuvent avoir une orchite, qui est une inflammation des testicules très douloureuse. Ça peut atteindre aussi les oreilles, donc les enfants peuvent devenir sourds à cause des oreillons. Puis, pancréatite, là, qui est une maladie, une pathologie qui est excessivement rare en pédiatrie, mais ça peut causer des pancréatites chez les enfants. Pancréatite que vous avez vu dans vos cours
chez l'adulte. Donc, il faut se rappeler que, attention, ça attaque les testicules, ça fait mal à la gorge et il y a des vaccins qui existent pour les oreillons. La dernière maladie contagieuse qu'on a à voir ensemble, c'est la mononucléose. La mononucléose, c'est un autre virus qui, en fait, qui attaque davantage les adolescents. Donc, jusqu'à maintenant, on parlait beaucoup de choses qui attaquaient les enfants. Celui-là, c'est vraiment la maladie du baiser qu'on appelle. Donc, c'est propagé par gouttelette. Les adolescents commencent à un peu s'échanger des bisous. Puis, ben, c'est ça, c'est pour ça que c'est une maladie qui est vraiment, qui se propage davantage chez l'adolescent. Particularité, je dirais, manifestation clinique particulière, je dirais que c'est vraiment l'hépatosplénomégalie, même si c'est pas exclusif à la mononucléose, c'est vraiment très fréquent, en fait, dans la mononucléose. En fait, tout le système lymphatique va être édémacié. Il va avoir des ganglions partout, l'enfant, dans le cou, en dessous des bras. Sa rate va être enflée, son foie va être enflé. Et puis, c'est justement ça la problématique avec la mononucléose, c'est que une des complications, c'est que la rate qui est engorgée de sang pourrait rupturer si l'enfant fait un sport de contact, tombe sur l'abdomen. Tu sais, les enfants vont se plaindre beaucoup de dynophagie. Ça arrive fréquemment qu'ils sont hospitalisés juste parce qu'ils ont de la difficulté à s'alimenter, à boire, ils se déshydratent. Puis aussi, ils peuvent avoir une élévation au niveau des enzymes hépatiques. Donc, le foie est enflé, mais il est aussi un peu incompétent. Donc, il va avoir des surveillances par rapport à la fonction hépatique lors d'une mononucléose. Il n'y a pas de vaccin pour ça. C'est une maladie qui dure longtemps, des mois. Comme ça prend des mois à se remettre d'une mononucléose, vraiment, le système immunitaire va travailler très fort, va utiliser toutes les énergies de l'enfant et ils vont remarquer, en fait, qu'ils ont beaucoup moins d'énergie que d'habitude. Bref, à se rappeler, c'est vraiment le risque associé, c'est le saignement, parce qu'une rate qui rupture, ça saigne abondamment. C'est très, très dangereux. On peut mourir assez rapidement de ça. Donc, à se rappeler de faire de l'enseignement pour que la famille évite le plus possible les contacts physiques. Comment soigner la fièvre? Comment soigner le prurit? Comment soigner le dynophagie? On va voir ça en classe. Donc, c'est pas mal ça pour la matière à voir. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se voit en classe. Bye!